Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis à votre disposition. Oui, Béatrice Adjage, RTL. Monsieur le Président, à écouter Donald Trump et vous-même, on a le sentiment d'un dialogue de sourds, d'une opposition de plus en plus frontale. Alors, le combat est rude, vous décidez de l'engager, mais est-ce qu'il n'est pas inégal? Je vous remercie. De quel point de vue? Pour avoir beaucoup parlé d'inégalité, je suis attaché à ce sujet. Inégal de quel point de vue? C'est-à-dire que vous dénoncez la loi du plus fort et c'est vrai qu'on a l'impression que la première puissance économique mondiale est peut-être plus forte que la France. Écoutez, d'abord, si je ne parlais qu'au nom de la France quand je m'exprimais tout à l'heure, vous auriez raison. Mais je crois que j'essaie de défendre une vision, des valeurs, un projet politique que nous avons construit au-delà de notre pays, qui est porté par l'Union européenne, mais surtout qui est l'objet même des Nations unies et des agences qu'elles portent. Et donc, quand on se bat pour l'accord de Paris, on se bat pour un accord que nous avons, nous tous, puissance souveraine, signé et que nous voulons respecter. Qui s'isole? Pas la France. Et est-ce qu'on a des résultats? Oui, puisque personne d'autre n'a suivi ce mouvement. On avance, on ne va pas assez vite, je le disais tout à l'heure. Je pourrais revenir sur les initiatives qu'on prend en matière climatique. Mais quand on décide de mener le combat tout de suite, on peut le gagner. Tous ceux qui disaient les États-Unis sortent de l'accord de Paris, c'est fini, il n'y en a plus, se sont trompés. En matière commerciale, c'est pareil, on a des règles internationales. Est-ce qu'elles sont satisfaisantes à tous égards? Non. Mais est-ce qu'on les règle en revenant, en quelque sorte, au protectionnisme ou à la guerre commerciale? Je ne crois pas. Il y a des dialogues d'ailleurs qui sont en train de se nouer, mais je ne parle pas que pour la France, c'est l'Union européenne qui dialogue avec d'autres, mais nous portons une réforme de l'OMC et c'est ce que nous allons conduire. Et quand je m'exprime pour la coopération avec les organisations régionales, pour la défense justement de ce que nous avons créé, nous tous, souverainement au sein de l'ONU, la Cour pénale internationale, l'UNRWA, l'UNESCO, etc., je défends simplement ce que nous avons fait comme peuple souverain. Donc il ne faut pas voir une opposition entre deux pays. Il faut voir simplement le fait qu'aujourd'hui, la France est attachée à défendre l'Organisation des Nations Unies, les principes qui font son action internationale et l'universalisme qui, d'ailleurs, a conduit à créer l'ONU même. Donc je ne verrai pas ce qui vient de se passer comme une opposition entre deux pays, mais plutôt dans le fait qu'on n'a pas forcément à se résoudre à la décision unilatérale d'un pays de sortir du cours de la coopération internationale et du multilatéralisme. C'est très différent. Une question par là. Quelle est la position de la France quant à l'adhésion de l'Arabie Saoudite comme membre observateur de l'UIF? Ma seconde question, c'est... Je ne vois pas qui parle. C'est moi, Philippe Couon pour Afrique Presse. Ah pardon, voilà, je vais être là. Philippe Couon pour l'Internet d'Abidjan et Afrique Presse, la Côte d'Ivoire. Donc, je réponds à ma question. Quelle est la position de la France quant à l'adhésion de l'Arabie Saoudite comme membre observateur de l'OIF? La seconde question, c'est vous allez ou vous avez déjà rencontré le président rwandais, par ailleurs président de l'Union africaine, Paul Kagame. Quel sujet avez-vous ou allez-vous aborder? Et ma troisième question, c'est que pensez-vous d'une libération du président ivoirien, de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, détenu à la CPI avec son ministre Charles Blé Goudé? Alors, sur le premier point, nous aurons là travaillé avec le secrétariat général et les autres membres pour nous exprimer sur ce sujet. Et donc, je ne vais pas le préempter plusieurs semaines avant Erevan. La deuxième question que vous posez, je rencontrerai cet après-midi le président Kagame. Nous allons parler d'une part de la relation bilatérale et des sujets de développement économique, d'autre part, évidemment, des crises régionales et du rôle de l'Union africaine, puisqu'il est président en charge de l'Union africaine. Et à ce titre, la France s'est fortement engagée pour soutenir justement une plus grande implication de l'Union africaine dans le règlement des crises régionales. Et tout particulièrement, nous nous sommes engagés pour qu'il y ait justement une action plus intense des Nations Unies. Nous y reviendrons là aussi durant cet après-midi lors d'une session ad hoc, mais je l'ai évoqué dans mon discours. Je souhaite qu'on puisse avoir des opérations justement de lutte contre le terrorisme
et de renforcement qui soit porté en partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies, et donc une résolution soit prise d'ici la fin de l'année sur ce sujet. C'est ce que j'avais exprimé à Nouakchott. Et une meilleure articulation Union africaine, Nations unies, je pense, est très importante pour lutter contre les conflits régionaux. Et nous allons parler des différents sujets politiques sensibles aujourd'hui du continent. Et nous parlerons sans doute aussi de la francophonie, puisque le président Kagame défend au titre de son pays et de l'Union africaine une candidature que nous soutenons, comme vous le savez, au secrétariat général. Sur la dernière question, il ne m'appartient pas de me prononcer sur des sujets domestiques. Je souhaite que le droit, en particulier le droit international, soit toujours respecté, mais je pense qu'il est bon, dans des pays qui ont connu une transition démocratique, que des processus de réconciliation soient organisés, mais ils sont à la main des dirigeants et des peuples souverains. Mais nous encourageons toujours les voies d'une réconciliation qui est la clé pour une stabilité durable. Mr. President, this is Je recommence. C'est bon là? Pardon, excusez-moi. C'était une défense du pupitre. Paul Larouturou au quotidien. Je veux vous demander pourquoi vous avez maltraité votre pupitre comme ça à la fin et que Donald Trump n'était pas là pour vous écouter mais était le principal visé dans votre discours. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement de cet homme politique pour le moins instable? Merci. Je présenterai toutes mes excuses au pupitre, mais vous avez raison. Du coup, je vais essayer de ne pas casser celui-ci. Je me suis emporté parce que je crois profondément dans ce que je dis et je pense que l'un des risques dans la période que nous vivons, enfin les risques qui sont devant nous, c'est soit le cynisme, soit s'habituer au cynisme. Et si on est tous endormis à s'habituer au pire des discours, je ne pense pas qu'on soit à hauteur d'histoire. Ensuite, nous avons eu une discussion hier avec le président Trump qui a permis de constater des désaccords qu'on a sur des sujets, mais d'avancer. Moi, je pense, je voudrais pouvoir avancer de manière très concrète avec les États-Unis sur plusieurs sujets. Le premier, c'est en Syrie. Je pense qu'il y a vraiment un changement de l'engagement américain dans la matière que je veux ici saluer. Les États-Unis d'Amérique sont plus engagés aujourd'hui dans la Syrie, enfin en tout cas sur le sujet syrien, sont totalement d'accord avec nous sur l'importance de l'urgence humanitaire sur la région d'Idlib, et ont la volonté, comme nous, de privilégier le règlement politique aujourd'hui de la situation, et donc d'avoir un vrai processus inclusif et d'accélérer les travaux, en particulier sur le plan constitutionnel et électoral. Et ça, j'attends beaucoup du président américain sur ce point, ce qui serait la démonstration que cette méthode, où on respecte la souveraineté d'un peuple, mais on travaille avec de la coordination régionale et internationale, peut produire des résultats. Ensuite, je souhaite qu'on puisse poursuivre la discussion sur l'Iran, où là, on a eu un désaccord méthodologique, si je puis dire, sur l'accord nucléaire de 2015. Mais je vois que les États-Unis, dans les discours qu'il obtient, souhaitent obtenir à la fin un accord de l'Iran. Il le dit lui-même en étant très, très dur sur le régime. Il souhaite pouvoir obtenir des garanties sur le nucléaire, le balistique et la présence régionale, ce qui est exactement la ligne que nous avons défendue il y a un an. Bon. Et donc nous avons un désaccord sur le JCPOA, mais je souhaite que nous puissions construire, avec des méthodes différentes, la solution qui permettra d'apaiser la région et d'avoir une solution durable sur le sujet iranien. Sur les sujets commerciaux, l'Union européenne est en train de discuter, mais je souhaite qu'on puisse limiter le conflit, et je me félicite du début de dialogue qu'il y a eu à partir du début d'été sur ce plan-là, parce que ça a permis d'éviter l'accroissement des tarifs. Donc vous voyez, je pense qu'au cas par cas, on arrive à convaincre que la coopération est une bonne méthode. Ensuite, il y a des choix qui ont été faits qui sont très clairs. En matière de l'accord de Paris, moi je souhaite que les États-Unis le rejoignent. Mais j'ai peu d'espoir à court terme, pour être transparent avec vous. Mais ça veut dire qu'on doit au contraire accélérer. Je regrette la décision qui a été prise sur la Cour pénale internationale, l'UNRWA ou l'UNESCO. Et j'espère qu'il pourra y revenir, en particulier sur l'UNESCO. Mais moi, ma clé, c'est de ne rien céder, nous, sur la force des valeurs, des messages que nous portons, et de travailler avec les États-Unis, qui sont un partenaire en matière de sécurité, de règlement des crises régionales, de manière la plus efficace possible, et avec des résultats. Mr. President, this is Amitot Singh from India. I just had a question on multilateralism, because that's a big focus of the Secretary General. When do you see Security Council reform expansion actually happening? And a second question, because it's the biggest thing currently in India, and it's got to do with Rafale. Did the government of India could you repeat the first question? Sorry. Multilateralism? Yes. What the Secretary General?
multilateralism is what the Secretary General has mentioned is one of his key priorities. Yeah. So he says, when do you think, I'm asking you, when do you think that Security Council reform expansion will actually happen? Okay. That's the first. And the second is about the biggest controversy currently in India about the Rafale deal. And did the government of India tell France or Dassault at any point that they had to accept Reliance as an India partner for the Rafale deal? Look, for the second question, I will be very clear. It was a government-to-government discussion. And I just want to refer to what Prime Minister Modi very clearly said a few days ago. And I have any other comment to say. I was not in charge at that time, but I know that we have very clear rules. And this is a government-to-government discussion. And this contract is part of a broader framework, which is a military and defense relation between India and France. And this one is very important to me because this is a strategic relation and not just an industrial relation. So that's my point, and I just want to refer to what Prime Minister Modi said on this situation. As for multilateralism, if you listen to me carefully, I supported and clearly endorsed the process launched by the Secretary General. I'm not in charge of the timetable, and I'm not the one to lead it, but I will support it, and it is the Secretary General to explain and say in details when it will be feasible. But I do believe we have to broaden precisely our way to cooperate in the different fora of regulation. That's why I do support the fact that we have to reform the G7. That's what I expressed and explained during my speech, and we will make some proposals to the other members in order precisely to take into consideration this new reality. Thank you so much. Mr. President, congratulations on identifying inequality as the root cause of so much of the crisis in the world today. And I would like to ask how you would propose reducing this inequality. Can you comment upon Kofi Annan's call for a global New Deal? Since you say the current global order is disintegrating, perhaps a new and more progressive and egalitarian one is possible. Gordon Brown has also called for a global New Deal. And as a follow-up, since there are constant calls for funding for the SDGs and complaints that there isn't enough, would you consider the possibility of transferring some of the money invested in the military into global development, healthcare, education, since my country is quadrupling its investment in nuclear weapons? Thank you. Look, first we will increase both development and defense. We will reach 0.55% national revenue in terms of development by the end of this mandate. And we will increase our military defense following the guidelines and my commitments during the campaign. And there is no transfer, but I would say a double commitment to increase both. Because I think we have to protect ourselves, for sure. We have to invest. We have to invest as well for the European protection and as well our participation in different operations, for instance, Sahel or Middle East. As for the idea of a global deal or global compact, I do support this idea. You know, in Europe, the Prime Minister of Sweden launched a very similar idea with Kofi Annan, precisely about such a global deal, which is to say we need now a sort of more comprehensive and consistent view of our economic development. And I do support that. And the way for me to address inequalities in this current environment is first, increase our investment on development, what we will do. Increase our investment on education, health, agriculture, and economic opportunities, because that's the key elements precisely to bridge the gap for a lot of societies. But third, to be consistent on a day-to-day basis with our own economic and financial model. And that's why I do believe now we have to reform in depth our global organization of trade in order to be more respectful with environment and social rules. Second, I do support this idea that we don't sign any trade deal with countries not compliant with Paris Agreement, because our trade deal have to take into consideration our own environmental challenges.
And third, I think we have to take new social commitments, especially at the international level, on social rules and social standards. So I do support this idea. Mr. President, about the Syrian refugee from MTV Lebanon, Alan Dargam. So we feel in Lebanon, or the government also feel that the international community is not given the impression that to help our government in the process of the Syrian refugee to go home safe. Instead, you're putting so much regulation on us, and on top of that, the UNRWA stopped funding to help the Palestinian refugees. So we have a sense that we're going to face more problems economically, politically, and also security. And instead of being rewarded, we're being punished because we were pioneer help in this crisis. I mean, if somebody is, as always trying to help Lebanon, you have it in front of you. I think so. Please. And precisely because I'm extremely committed in helping Lebanon, your president and the prime minister, we organized these 3 conferences, and we pushed very hard to organize the 3 conferences in Brussels, Roma, and Paris to help on the different layers Lebanon in this crisis. But I've always been clear about the fact that if we want to help Lebanon, we need a sustainable solution. The pushback of refugees right now, as you have Idlib and the war in Syria, do you think one sec this is a sensible and sustainable idea? And look at what's happening at the frontier. How much of them are accepted by the Syrian regime? I mean, Mr. Grandi told me 50%. Some NGOs told me they accept everybody except the males. It's impossible to have a sustainable return of the refugees if we don't have a political solution to the crisis. That's why I do want to help Lebanon, Jordan, and Turkey in this crisis and this situation of refugees. But I think it would be a fake solution precisely to propose you an unsustainable option for these refugees, i.e. to force them to go back to Syria. We have very clear rules, clear international rules, and I want us to respect the HCR rules. They have to choose, and we have to respect dignity in such a move. That's why my view is definitely that we have first to fix a political crisis. And I want to work with, obviously, your president and your prime minister in such a work. And that's why our strategy today is to accelerate on the small group and Astana process in order to work with Mr. de Mistura in order, precisely in the coming weeks, to finalize the Constitutional Committee and go to elections, which, this is a precondition to any return. Mr. President. Monsieur le Président. Juste un peu de règle, on va alterner entre la presse francophone et anglophone, simplement, je demande. Oui, bonjour Monsieur le Président Elsa Conessa pour les Échos. Le président Trump a dit dans son discours qu'il était prêt, que les États-Unis étaient prêts à vendre davantage de pétrole, de charbon, de gaz naturel. Il l'a dit à plusieurs reprises également qu'il voulait exporter davantage de soja. Est-ce que la France est prête à acheter davantage de GNL et du soja américain, en particulier si les États-Unis ne reviennent pas dans l'accord de Paris? J'ai été très clair, moi, sur tous les accords commerciaux qui viendraient à être signés. Je pense qu'ils doivent respecter les accords de Paris. Ensuite, il y a des discussions qui sont en cours, qui sont menées par les négociateurs. Ces discussions couvrent tous ces sujets. Il est clair que ce n'est pas la France qui a forcément besoin, en particulier, de GNL, mais sur le plan énergétique, nous nous sommes attachés à une vraie souveraineté française et européenne. C'est aussi au cœur de la stratégie énergétique qui est la nôtre et que j'aurai à présenter dans quelques semaines et que prépare le ministre d'État et les secrétaires d'État auprès de lui. Donc nous ne sommes pas une puissance importatrice, justement, sur ces volets-là. En matière agricole, je vais être très clair, moi je crois, là aussi, à une souveraineté européenne, et je suis redevable devant nos concitoyens de garantir les standards de qualité alimentaire auxquels nous tenons. Nos concitoyens, ils tiennent à avoir une alimentation où il n'y a pas d'OGM, ils tiennent à avoir une alimentation qui garantit les meilleurs standards de qualité. C'est le cœur de la réforme aussi qu'on est en train de demander à nos propres producteurs. Donc tout ce qui est compatible avec ça, qui servirait l'intérêt de nos producteurs et de notre stratégie alimentaire, nous le ferons en bon ordre. Mais tout ce qui viendrait être incohérent, c'est-à-dire on viendrait à importer des produits qui ne respectent pas les règles européennes ou les contraintes qu'on pose à nos propres producteurs, je n'y serais pas favorable.
Bonjour Monsieur le Président, Jérémy Trottin pour BFM TV. Si j'ai bien compris votre discours, vous avez fixé finalement la lutte contre les inégalités comme une de vos priorités. Vous voulez également inventer un nouvel humanisme du XXIe siècle. Ce discours qui intervient en ce jour où la France a finalement refusé d'accueillir l'Aquarius. Donc, je voulais savoir si finalement il n'y avait pas parfois une dichotomie entre vos paroles et vos actes et si un geste humanitaire, bien sûr, n'aurait pas été adéquat aujourd'hui en dépit des règles que vous avez fixées ces dernières semaines ou derniers mois. Je comprends tout à fait votre question et elle est légitime. Mais je pense qu'accueillir l'Aquarius n'était pas conforme aux règles humanitaires. Et j'attire votre attention sur le fait que la France sera une fois encore le pays qui accueillera le plus de réfugiés qui sont sur l'Aquarius. Nous avons construit une solution européenne et c'est exactement une illustration de la stratégie que j'évoquais tout à l'heure d'être une puissance médiatrice. Il y a depuis plusieurs semaines une crise politique entre l'Italie et le reste de l'Europe, l'Italie décidant de ne plus respecter les règles du droit international, en particulier du droit maritime et humanitaire, qui fixe que quand un bateau a des passagers qui sont en situation d'urgence humanitaire, c'est le port le plus sûr, le plus proche qui doit être choisi. Donc, c'est l'Italie aujourd'hui qui se met en infraction avec cette règle. J'ai depuis le début une réponse très claire. En aucun cas, la France n'est le port le plus sûr, le plus proche. Et donc c'est pour ça que nous avons à chaque fois travaillé avec une solution de repli qui a été Malte, qui a accepté un temps de raison de faire le débarquement, comme elle l'a fait d'ailleurs cet été, qui est, elle, un port le plus sûr, le plus proche alternatif, mais en ayant la garantie qu'il y avait une solution européenne de solidarité où chacun prenait des réfugiés. Et donc comme nous l'avons fait cet été, la France a été à la manœuvre pour demander, en l'espèce, à plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et quelques autres, de prendre sa part. Et nous prendrons notre part. Nous sommes sans doute le pays ou l'un des deux pays qui a pris le plus de réfugiés depuis le début de cette crise politique de l'été. Mais je crois que ça n'est pas précisément définir ce nouvel humanisme que d'accepter la loi du plus fort et les provocations des extrêmes. Parce que je suis conscient des tensions qui existent aussi dans notre pays. Et on doit les voir ensemble. Si je me mets à dire la France devient le port d'accueil de tous les bateaux qui partent d'Afrique, d'abord, ça n'est pas une solution à laquelle je crois. Et ensuite, ça n'est pas soutenable, même politiquement en France, pour nos propres équilibres. Parce que toutes celles et ceux qui légitimement sont inquiets aussi par la force des migrations, et ce que l'Europe connaît depuis plusieurs années, diront on a là un président qui ne nous protège pas comme il le devrait. Et ils auraient raison. Et donc, si vous voulez, l'humanisme, ça n'est pas le bon sentiment. L'humanisme, c'est l'exigence qui va avec l'homme et la dignité de la personne. C'est différent. Et donc, j'en ai conscience, parfois donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, parce que je pense qu'ils sont sans lendemain. Et je pense que si je suivais cette voie, elle ferait basculer le pays vers les extrêmes, elle nourrirait les extrêmes xénophobes dans notre pays, et elle ne réglerait pas durablement la situation. Donc moi, je suis pour régler durablement la situation, par une politique de travail avec les pays d'origine. Moi, je suis cohérent, c'est la politique de développement qu'on mène, avec les pays de transit pour lutter contre les trafiquants, parce que le grand oublié et impensé de beaucoup de vos reportages et de vos commentaires sur ces sujets, ce sont les trafiquants. Et je vous invite à travailler sur ce sujet beaucoup plus, parce qu'il y a une personne dont on ne parle jamais sur tous ces sujets, c'est comment ils sont arrivés là. Vous avez des milliers de gens qui aujourd'hui font fortune, ont maille à partir avec les terroristes, et qui font que quelqu'un qui vient du Sénégal, du Cameroun, du Maroc ou d'Algérie se retrouve dans un bateau au large de la Libye. Il n'est pas venu tout seul. C'est ces trafiquants, nos ennemis. Et donc moi, je veux accroître la lutte contre ces derniers, mieux protéger nos frontières, mais le faire de manière humaine. Et donc, c'est ce qu'on fait avec une solution européenne concertée. On prendra notre part de réfugiés et on accordera l'asile à qui est en situation précisément de l'avoir. Et on raccompagnera vers le pays d'origine des gens qui ne relèvent pas de l'asile. Voilà, c'est ça. Mr. President, s'il vous plaît, je réponds à toutes les questions si on s'écoute. Et donc, je crois à cet humanisme, mais voilà, ça n'est ni la provocation des uns, ni l'accueil de tous, qui serait trop facile et ne serait pas soutenable. Mr. President, a few minutes ago. President, my name is. Mr. President, please. Mr. President, il faudrait que quelqu'un s'occupe de donner le micro à une personne avec une alternance entre la presse francophone et anglophone. Voilà. Alors, c'est à madame, et puis après, il y aura quelqu'un de la presse francophone. Thank you. Merci. A few minutes ago, you said you don't want to sign trade deals, quote, with countries not compliant with the Paris Agreement. There is one country that has pulled out of the Paris Agreement. Does that mean you will not sign any trade agreements with the United States of America?
Ça veut dire qu'il n'y a pas de grand accord qui est possible s'il n'est pas conforme aux accords de Paris et à nos propres objectifs. Et je répondais à l'instant à votre confrère française en ce sens. Il peut y avoir des accords qui sont trouvés, par exemple, sur les sujets industriels. On en a longuement parlé hier avec le président Trump. Sur les sujets industriels, de véhicules, sur les sujets d'équipements médicaux, etc. Beaucoup de choses qui sont en train d'être discutées aujourd'hui. Il faut qu'on trouve des solutions où on peut avoir des égalisations de tarifs, une amélioration de nos règles communes. Ce n'est pas un grand traité commercial, ça permet de pacifier la situation, ça va dans le bon sens. Et si c'est neutre sur le plan climatique ou si ça va dans la bonne direction, j'y suis favorable. Mais la génération des grands accords commerciaux qui pouvaient être défavorables à nos engagements climatiques, je ne souhaite pas que nous la poursuivions. Mr. President. Mr. President. Mr. President. Bonjour Monsieur le Président, Bertrand Galichet, France Inter, Radio France. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la réforme de la gouvernance mondiale. La France présidera le G7 l'an prochain. Quelle est votre marge de manœuvre au fond, parce que c'est un objectif évidemment assez idéal, mais avec un partenaire dans le G7 comme Donald Trump, est-ce que vous avez la possibilité vraiment de faire évoluer les choses et dans quel sens est-ce qu'il y aura des propositions très précises, très concrètes de votre part l'an prochain pour ce G7 ? Merci. Oui. D'une part, il y a des sujets sur lesquels nous avançons, souhaitons continuer à avancer et pouvons le faire avec beaucoup d'ambition avec les États-Unis d'Amérique. La lutte contre le terrorisme, les règlements de crise régionale, je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, je pense que c'est un sujet important de nos échanges et qu'on doit aussi pouvoir évoquer dans ce format. Ensuite, nous avons le sujet des inégalités que j'ai placé au cœur de nos débats, sur le plan aussi du commerce ou du climat, où là, nous connaissons des désaccords qui existent. Je ne sais pas s'il y aura des évolutions des États-Unis dans la période, mais mon souhait, c'est de construire aussi des coalitions nouvelles, où nous devons savoir ouvrir nos échanges, nos modes de travail, à d'autres puissances démocratiques et économiques contemporaines qui partagent davantage nos vues. Et donc, ça n'est ni tout à fait le G7 actuel, ni le G20, où il y a des puissances économiques importantes, mais dont les principes politiques et démocratiques ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Mais je pense que nous devons, dans la période qui s'ouvre, construire des coalitions nouvelles pour avancer sur ces sujets. Et donc, je pense que sur le sujet commercial, il y a un dialogue stratégique à avoir avec la Chine et d'autres puissances. Sur le sujet technologique, il y a un dialogue ou un partenaire tout particulier et l'Inde. Sur le sujet climatique, il est clair que nous devons avoir un dialogue tout particulier avec la Chine, l'Inde, l'Afrique. Sur le sujet des inégalités scolaires, on a un partenaire avec lequel on doit encore développer nos relations, qui est l'Afrique. Voilà. Donc je pense qu'on a des coalitions nouvelles à inventer. Et je pense qu'on doit, c'était un peu ce que je présentais tout à l'heure, sortir de formats totalement fermés, où on voit bien que les derniers semestres ont eu tendance simplement à surjouer les éléments de contradiction, parce qu'on arrivait aussi à une frontière technologique sur les éléments qu'on pouvait faire progresser. Mr. President, Hello. Thank you very much, Mr. President. This is Majid Ghali from Rodal Media Network. I want to take this opportunity to ask you a question about the Kurds, given your long history with them. After the war of ISIS nearly being defeated in both Syria and Iraq, there's a sense among the Kurds that they have been forgotten by international powers, especially Western powers, after the ISIS war. In Iraq, they are under a lot of pressure. In Syria, they are not even part of the UN-led political process that's led by Mr. de Mistura. Given your long history of solidarity with the Kurds, what does France will do about this? Look, first of all, you're right. We have to recognize the implication and the role of the Kurds in the fight against ISIS. This is a reality. Second, I do favor a constitutional and political solution where all the different components of the Syrian people will be represented. I had this morning the opportunity to exchange once again with the opposition, and we precisely raised this issue. And in such a framework, the place of the Kurds have to be analyzed and taken into consideration because it is part of the reality. And that's why I do favor, and a few months ago it was a solution promoted by the Russian president, to have a sort of a new constitutional framework with a sort of a federation or confederation, but to recognize or give a place to the different
religions, ethnies, and sensitivities. Third, in such a process, we have to respect and take into consideration the interest and the security of Turkey. And this is obviously one of the main difficulties when we speak about Kurds in the north of Syria. I think this is totally feasible, but such a process has to be transparent with Turkey, as Turkey is part of, obviously, the Astana process, but is very much involved in the north of the country. And I remind it, is one of the members of NATO. So this is my 3 remarks regarding your questions. On va prendre une dernière question en français. Monsieur le Président, Nicolas Bétou, l'Opinion. Parmi les décisions unilatérales prises par les États-Unis, il y en a une qui frappe l'Iran, avec des conséquences importantes pour les entreprises étrangères qui commerçaient avec l'Iran. Est-ce que vous avez évoqué avec le président des États-Unis, hier dans vos entretiens, les conséquences dommageables pour les entreprises françaises que ça pouvait entraîner? Et est-ce qu'il y a un espoir qu'il change d'avis de ce point de vue? Deuxième question, pendant son discours, il a vigoureusement attaqué l'OPEP et la manière dont l'OPEP avait fait monter le prix du pétrole en essayant d'expliquer que c'était not good, a-t-il dit. Est-ce que c'est un point de vue, une inquiétude que vous partagez? Sur la deuxième question, je pense que sur ces sujets de prix du pétrole, il y a toujours de la politique. Mais plus on peut y mettre de l'économie, mieux c'est. Deuxième élément de réflexion sur ce sujet, si les prix ont baissé, il y a eu principalement 2 facteurs explicatifs dans les dernières années. L'un, c'était qu'il y avait moins de croissance, donc plus il y a de croissance, évidemment, plus il y a de sollicitation par la demande. Mais c'est aussi parce qu'on avait accru un peu l'offre, en particulier parce que l'Iran le vendait. Moi, je suis sensible à la remarque du président Trump sur l'augmentation des prix du pétrole. Et je pense que s'il va au bout de son raisonnement, il s'apercevra qu'il serait bon pour le prix du pétrole que l'Iran puisse le vendre. C'est bon pour la paix et c'est bon pour le cours mondial du prix du pétrole. Sinon, il y a une impasse dans le raisonnement et moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est une réalité, elle est économique et c'est la loi du prix de la demande, de l'offre et de la demande. Ça, c'est sur le pétrole. Donc je pense que la position française et européenne est cohérente avec une stratégie de baisse du prix du pétrole. C'est celle qui consiste à dire on est exigeant avec l'Iran, mais on reste dans le cadre du JCPOA, ce qui permet justement la vente de barils iraniens, ce qui est bon pour tout le monde, et pour l'ouverture économique, et pour la société civile en Iran. Bon. Ensuite, sur les conséquences de la stratégie américaine en Iran et les prochaines décisions. Je crois qu'il y a peu de doute que le président Trump prendra des sanctions le 4 novembre prochain. Il est évident que cela a un impact sur les entreprises, évidemment, iraniennes, mais la plupart de celles et ceux qui commercent avec l'Iran et qui sont exposés à la zone dollar aux États-Unis d'Amérique. Nous en avons parlé. Je crois que c'est une stratégie qui est construite, qui est assumée par les États-Unis, qui est au fond de réduire les capacités financières du régime pour pousser à un changement de stratégie, un retour à la table. C'est une stratégie dont je ne partage pas les prémices parce que je considère que, précisément, nous pouvons mettre plus de pression politique sans faire souffrir la population et que ça mettra plutôt de la pression sur le régime actuel. Dans le contexte, nous travaillons depuis plusieurs mois à garder l'Iran dans le cadre de l'accord de Vienne et donc à construire des mécanismes de substitution qui ne compenseront pas la totalité des décisions américaines pour ce qui est des entreprises américaines, qui ne permettront pas de corriger ou de faire changer les décisions de certains grands groupes européens ou internationaux qui sont très exposés aux États-Unis, mais qui permet de construire des solutions commerciales et industrielles avec des puissances régionales et en tout cas d'avoir des résultats économiques pour l'Iran dans le cadre de l'accord de Vienne. Et donc c'est un travail que nous menons avec un dialogue qui se fait d'une part entre les 3 pays européens et l'Union européenne, c'est-à-dire France, Allemagne et Royaume-Uni, l'Union européenne, avec évidemment l'Iran, mais que nous avons aussi entamé avec la Chine, avec l'Inde, avec la Russie, avec plusieurs puissances régionales, pour essayer de trouver une solution justement commerciale viable qui permette de construire une telle solution. Il est évident qu'elle ne permettra pas de répondre à toutes les situations, mais je pense que sur certains mécanismes commerciaux ou certaines PME, on a des premières réponses. Enfin, sur ce sujet, parce qu'il c'est en creux de votre question, moi je suis favorable à ce que l'Europe renforce sa souveraineté économique et financière. Je pense que ça n'est pas bon pour l'Europe qu'une décision unilatérale américaine
conduisent des entreprises européennes à ne pas pouvoir continuer, au fond, à s'inscrire dans le cadre de ce qui est la décision européenne. Et aujourd'hui, l'extraterritorialité de fait de certaines décisions américaines, par le truchement de l'extraterritorialité du dollar, est une mauvaise chose. C'est pourquoi je suis favorable à un euro plus fort, donc à une zone euro plus cohérente et approfondie, parce que c'est ça qui fera de l'euro une vraie monnaie de réserve alternative et un point de référence, un contrebalancement du dollar. C'est pourquoi je suis favorable à des règles sur le plan commercial, financier et économique qui renforcent la souveraineté européenne, avec les infrastructures de marché qui l'accompagnent. C'est ce que j'ai poussé autour de la table du Conseil. Et pour moi, c'est une des choses que le prochain mandat de la Commission et du Parlement européen doivent mettre en œuvre. Très bien. Mr. President, I have a question about... Nous devons conclure cette conférence de presse et je m'en excuse parce que la salle doit être mise à disposition, mais je vous remercie en tout cas pour vos questions et bonne poursuite en ces lieux. À bientôt. I was